D'abord, je conteste formellement votre présentation des faits parce que Marine Le Pen ne soutient pas la CGT. Enfin, c'est... Qui c'est qui vous a dit une chose pareille? Elle, vous l'avez entendu. Non, mais Marine Le Pen soutient les effectivement grévistes et donc la CGT. Non, mais la CGT n'est pas à l'origine de la grève, elle n'a pas le monopole de la grève. Marine Le Pen, il y a Sudrail et il y a l'UNSA. Marine Le Pen, effectivement, soutient une grève contre la casse de l'État-providence et du système de protection sociale français, à commencer par le système des retraites. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est un peu aux abois budgétairement, c'est-à-dire qu'il est en train de faire des réformes qui n'ont que pour seul cap la comptabilité. Il fait la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, tout ça, c'est pour racler les fonds de tiroir et pour mettre des coups de rabot pour essayer de satisfaire aux grandes orientations de politique économique de Bruxelles pour tenir la trajectoire budgétaire. Vous avez entendu la CGT, la première surprise et dit récupération politique. Le problème, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que le système économique d'Emmanuel Macron, qu'incarne Emmanuel Macron, est incapable de financer le système de protection sociale auquel les Français tiennent. Nous avons pour projet, effectivement, de faire en sorte que l'économie française crée suffisamment de richesses pour soutenir la protection sociale. Mais des réformes comptables ne sauraient effectivement donner satisfaction à personne. J'ajoute d'ailleurs qu'énormément d'adhérents de la CGT ont aussi leur carte au Rassemblement national, qu'on le veuille ou non. Voilà. C'est faux. Ce que vous dites est faux parce qu'en fait, Mitterrand a voulu clouer les mains de l'Allemagne avec l'euro en se disant on va débarrasser l'Allemagne de son instrument majeur qui est l'instrument monétaire. C'est pour ça que Mitterrand l'a imposé à Mitterrand et en lui disant il n'y aura de monnaie unique que s'il est aussi fort. Et Mitterrand a accepté en se disant que s'il débarrassait l'Allemagne, accepté parce qu'il avait l'histoire de la rigueur et qu'ils avaient compris qu'il avait je termine. Mitterrand a accepté la réunification allemande à condition que l'Allemagne se débarrasse de son principal instrument d'impérialisme qui était la monnaie au profit de l'euro. Voilà. Sauf que Mitterrand s'est fait rouler dans la semoule parce qu'en fait l'euro est devenu un marque européen. Voilà la vérité. Ça c'est vrai, mais maintenant il y a une question, c'est qu'il y a en Europe, il y a parfois des forces économiques qui n'ont pas des intérêts convergents, vous voyez. Et ce qui s'est passé justement au moment de la réunification, c'est quoi? C'est que vous avez l'Allemagne de l'Ouest qui absorbe, qui a acheté, ministre qui parle d'Anschluss quand même, qui absorbe complètement l'Allemagne de colonisation. Non, mais ça c'est Mélenchon qui parle de ça. Mais non, la colonisation, moi, j'en ai jamais Mélenchon parlé. a parlé d'Anschluss. L'Anschluss, c'est Wolfgang Schäuble. Oui, mais Mélenchon était d'accord avec ce mot, ce qui est quand même incroyable. Parce que c'est une vérité, parce qu'en fait, c'est pas vrai, attendez, il y a 17 000 entreprises qui ont été vendues dans les premières années, après, par notamment ce qui s'appelle, attendez, j'ai le nom. La Treuhand. Voilà, exactement. 30 milliards. Une agence. 30 milliards d'euros. En vérité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une liquidation du modèle social de l'Allemagne de l'Est. On peut en penser ce qu'on veut. C'est clair, oui. C'est une réalité. Mais ensuite, derrière, ce qui s'est passé, c'est que toute l'Europe de l'Est s'est retrouvée confrontée à cette même problématique. Et le problème de l'Allemagne, c'est que quand elle est hégémonique, elle a tendance justement à absorber toutes les forces autour d'elle. Ah, vous êtes nostalgique de la dictature du prolétariat. Oui, ça vous aurait fait quelques secondes. Quelqu'un nous attend. Jean Messier, c'est le contraire, le Brexit. Bien sûr, le Brexit abat un nouveau mur d'une certaine façon. Cette espèce de camisole européenne qui a succédé à la camisole soviétique d'une certaine façon. Ce qui est très bizarre, si vous voulez, c'est que, pour revenir au 9 novembre 89, c'est qu'on a la réunification allemande qui a suivi, à partir de 91, donc la reconnaissance d'un fait national allemand, au moment même où l'Europe se convertit à une idéologie sinon antinationale, du moins anationale. C'est de la récup historique, ça. Et donc ça, si vous voulez, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire, ça, ce sont vos idées politiques. Non. C'est-à-dire, attendez, la nation allemande, qui est d'ailleurs vantée par Helmut Kohl à l'époque, en disant on ne peut pas avoir deux pays alors que nous sommes une même nation, le concept de nation qui revient au cœur de la construction communautaire à travers la réunification allemande, mais qui est nié par cette même construction communautaire qui, au même moment, dit que finalement les nations ne sont plus importantes et qu'il faut construire, qu'il faut aller vers une sorte de fédéralisme européen. Vous parlez du Brexit. Le Brexit est au contraire, c'est vraiment l'élan de liberté d'un peuple qui refuse effectivement d'être engoncé, enquisté, enchassé dans un ensemble qui nie sa souveraineté, sa souveraineté nationale. C'est vrai, elle a raison. Je veux dire, rien n'est jamais acquis, si vous voulez. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, ce qui change par rapport à la période
pré-1989, c'est que avant 1989, si vous voulez, les totalitarismes étaient connus, ils étaient identifiés. On avait un bloc était coupé en deux. Hein. On avait un bloc qui se battait pour la liberté, un autre bloc dont on savait que c'était une prison à ciel ouvert, et les choses étaient claires d'une certaine manière. Aujourd'hui, tout ça est beaucoup plus diffus, c'est-à-dire qu'on a l'impression, et d'ailleurs Francis Fukuyama disait que c'était la fin de l'histoire parce que effectivement la démocratie, la liberté allait se généraliser et que finalement tout ça allait tomber dans le giron américain, le giron des vainqueurs finalement du mur de Berlin et du communisme. Et finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas finie, que finalement, les totalitarismes ressurgissent sous une autre forme, d'une autre manière. Ils sont beaucoup plus diffus, mais ils sont là. Et si vous voulez, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas identifiés, qu'il n'y a pas un État, qu'il n'y a pas une armée, qu'il n'y a pas un ennemi identifié, que finalement, les choses ont véritablement changé. Les choses sont beaucoup plus compliquées qu'avant, parce qu'avant, tout était clair. Aujourd'hui, entre Hong Kong et Santiago du Chili, c'est pas la même chose. Mais les peuples protestent. Mais les peuples protestent partout. Ils protestent partout contre les pouvoirs établis. Ils protestent effectivement au Chili, ils protestent en Amérique latine, ils protestent en Irak, ils protestent en Iran. Il y a effectivement aujourd'hui une sorte de soulèvement des peuples contre les instances établies. Et je crois qu'en France, on n'y échappe pas. Les Gilets jaunes, c'est aussi ça. Bah écoutez, moi j'avais 19 ans quand ça s'est passé, j'en garde un souvenir ému puisque... Emmanuel Macron avait 12 ans. Hein. Voilà. Il était né quand même. Mais si vous voulez, pour moi, la chute du mur de Berlin, c'est vraiment l'effondrement d'un totalitarisme. C'était une camisole totalitaire qui emprisonnait des gens chez eux, qui prétendaient apporter, je dirais, le bien-être, la satisfaction à des gens, mais qui les empêchait en même temps de partir. Et l'effondrement du mur de Berlin, c'est vraiment un souffle de liberté. C'est l'effondrement, encore une fois, d'un totalitarisme. Et je dirais, ça sonne quand même comme un écho, parce que la fin du totalitarisme communiste, finalement, a cédé le pas à d'autres totalitarismes, peut-être sans État identifié, sans armée identifiée. Mais là, en fait, vous parlez quoi, de la mondialisation ? Déjà, oui, effectivement, il y a une espèce de totalitarisme financier, de ce capitalisme devenu financier qui effectivement dicte sa loi, etc. Mais il y a aussi le totalitarisme islamiste, on en parlera tout à l'heure. Alors, ça, c'est autre chose. Mais quand même, voilà. Et je pense, si vous voulez, que ce qui s'est passé le 9 novembre 89, aujourd'hui, moi j'ai envie de dire que je dédie ce qui s'est passé à ce moment-là à toutes les résistances passées, présentes et futures. Les résistances contre les totalitarismes, d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient. On va en reparler. La grève, c'est la. On se joint à eux, vous nous dites non, je ne vous joignez pas à eux, je comprends plus rien dans ce que vous dites. Vous êtes des menteurs, monsieur. Mais non, voilà, mais vous soutenez les luttes sociales exclusivement quand elles sont le fait d'étrangers. Nous, c'est pas notre cas. Ah monsieur, la CGT, on y est tous les premiers. Non, mais la CGT est au premier. Jamais vu dans les la CGT est au premier rang de ceux qui ont remplacé l'ouvrier français par l'ouvrier étranger. Vous le savez très bien. De quoi vous parlez, monsieur Messia ? Voilà, ça c'est la première chose. Pardonnez-moi, mais force est de constater que si Marine Le Pen comprend la CGT, vous comprenez pas. Non mais attendez, Marine Le Pen, le Rassemblement national a toujours eu une fibre sociale très forte. Il n'y a que les insoumis pour croire que le contraire. Nous avons toujours été... Enfin, il faut voir notre programme, notre projet présidentiel de 2017. La retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans, on est pour. Vous êtes pour, vous ? Bien sûr, la retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans, on est pour aussi pour une raison très... Attendez, nous, on n'est pas idéologue. On n'est pas menteur, pour une raison très simple. Non, mais attendez. Madame Marine Le Pen a reculé pendant la campagne présidentielle. Pour une raison très simple. Quand vous avez... Je me souviens très bien. Moi, j'ai de la mémoire. Non, mais vous racontez n'importe quoi. De toute façon, vous êtes plus crédible, vous ne représentez plus rien. Donc, il faut arrêter de faire de la mousse parce que... Monsieur Messia. Non, nous sommes le premier... Vous n'avez jamais soutenu les syndicalistes. Non, mais attendez, les syndicats... Non, attendez, une chose est de soutenir... Ceux qui se battent tous les jours, ceux qui vont voir les gens un par un... Mais attendez, les syndicats représentent moins de 6% des travailleurs. Regardez les statistiques, enfin... Et quand ils bloquent Ferry, on verra. Non, mais d'accord, alors ils ont un pouvoir de nuisance très fort, ça c'est sûr. Non, mais nous défendons à des élections professionnelles. Nous défendons les salariés et les travailleurs.
travailleurs français. Vous défendez des syndicats, c'est-à-dire des corporatismes. C'est de dire ce que nous soutenons. Monsieur Guiraud et ses semblables de la France insoumise défendent des intérêts corporatistes. La manifestation aurait été organisée par d'autres personnes que la CGT, ils n'auraient pas soutenu. C'est ça la différence. La différence entre monsieur Guiraud et moi, c'est que monsieur Guiraud défend des syndicats. Nous défendons les salariés, les travailleurs français. C'est pas pareil. Globalement, la seule religion au nom de laquelle on tue en France, c'est quand même l'islam, que vous le vouliez ou non. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Alors après, le concept d'islamophobie est un concept, c'est un artefact sémantique qui a été créé par les islamistes pour empêcher toute critique de l'islam. L'islamophobie, il y a 10 ans, personne ne savait ce que c'était. Il y a 5 ans, personne ne savait ce que c'était. C'est un concept qui a été imaginé par les islamistes. L'islam ne tue pas. Ne dites pas ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit la seule religion au nom de laquelle on tue. Mais ça, ce sont les islamistes. C'est pas l'islam. Ce sont deux choses très différentes. Ils tuent au nom. Attendez, on ne tue pas au nom du christianisme, on ne tue pas au nom du judaïsme. On l'a fait dans le passé. On l'a fait dans le passé. Non, c'est pas. Alors attendez. La loi de 1900, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est que la gauche qui a su sortir, qui a soutenu l'intervention militaire contre les congrégations catholiques à la fin du 19e siècle, aujourd'hui s'aplatit comme une crêpe, et une crêpe halal pour vous faire plaisir, devant les revendications islamistes. Monsieur Messia, alors il y a une idée qui tue en France, ça s'appelle la théorie du grand remplacement. Non, mais il y a des gens qui tuent au nom de ça. Vous êtes incroyable. Vous êtes un mec de gauche. Parler ou pas? Non, mais attendez, vous êtes un mec de gauche, vous êtes pour la laïcité, vous prétendez être les héritiers de Jaurès, et vous manifestez aux côtés d'imams qui appellent à tabasser leurs femmes et à violer leurs femmes dans le cadre d'un conjugal. Mais vous êtes dingue. Vous n'avez pas manifesté. Vous n'avez pas. Mais monsieur Guiraud, la France insoumise n'a pas manifesté au moment de l'attentat contre la préfecture avec 4 policiers assassinés. Vous n'avez rien dit. Et vous osez venir manifester à 4 années l'anniversaire des 4 ans du Bataclan. L'anniversaire des 4 années du Bataclan, vous osez manifester dans la rue. Vous êtes un menteur. On était à tous les rassemblements. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il vous faut En fait, la prochaine étape, c'est que vous convertissiez à l'islam pour montrer que vous êtes contre l'islamophobie. Monsieur Messia, dans votre organisation, vous avez des indigénistes et des islamistes. Laissez-moi parler, monsieur.